Et Florian Philippot, qui est président des Patriotes. Bonjour, cher Florian. Bonjour, bonjour, vous avez parlé de 3 secondes. Je note, parce qu'à chaque fois que vous allez parler, j'ai un temps de parole pour vous, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas les règles. Vous avez le droit à 20 minutes par trimestre, puisque vous ne représentez rien. C'est qui dit ça? La loi. La loi dit ça? Mais c'est vrai, je n'y peux rien. Vous ne représentez personne. Sur le plan juridique, bien évidemment, sur le plan... Parce qu'on n'a pas de groupe au Parlement, c'est ça. Voilà, du temps de parole. Donc vous avez le droit à 20 minutes, par exemple, sur notre chaîne par trimestre. Et sur ces 20 minutes, vous avez le droit... Alors là, vous êtes passé une fois, je crois, chez Jean-Marc Morandini. Donc là, on a décompté, vous avez le droit à 7 minutes tout seul, je pourrais parler avec vous 7 minutes tout seul. Et vous avez le droit quand même à quelques minutes avec les autres, mais avec une parcimonie. Donc faites attention, parce que moi je compte, et après, c'est moi qui prends. Et après, je suis convoqué. Et après, ils interdisent la chaîne, c'est ça? Ça, je ne sais pas. Mais non, mais c'est intéressant parce que Comme on suppute que certains ont envie de le faire. Je m'amuse, quoi. Je taquine un peu, mais c'est vrai que c'est parfois ubuesque. Alors, vous allez parler d'Emmanuel Macron parce que... Ce qui veut quand même dire des choses sur l'état de la liberté d'expression dans notre pays. À un moment où on voit une régression de cette liberté d'expression, où on voit des... Non, mais il faut dire que, par exemple, ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas ces règles-là. Cette règle a été mise en place justement pour que les petits partis comme le vôtre aient droit à du temps d'antenne, sinon elles n'étaient pas invitées par les chaînes. Non, parce que dans d'autres pays... C'est même Philippe de Villiers qui a mis en œuvre cette loi. Oui, mais vous savez, 86, mais dans d'autres pays, au contraire, on voit une espèce de liberté. Nulle part s'il n'y avait pas cette voilà, une liberté beaucoup plus large dans les médias, ce qui me paraît normal. On vous fait confiance, on fait confiance aux journalistes. Et il y a plus de pluralisme. Et il y a beaucoup plus de pluralisme. La difficulté, c'est qu'en 86, il y avait 5 chaînes. Et on pouvait comprendre ça. Aujourd'hui, il y en a 300. Ça vous bénéficie? Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas d'Arcom. Dans le monde entier occidental, je crois qu'il y a un pays où il y a une sorte de non, mais en plus, les critères sont pas respectés, parce que vous savez, dans la loi, normalement, ils regardent les manifestations. Nous, on fait beaucoup de choses sur le terrain. Il n'y a pas que le Parlement. Bon. Or là, il n'y a plus que le Parlement. Dominique Jamais, ça est absurde. Dominique Jamais, et après, on écoute Emmanuel Macron. Attention, il vous reste 5 minutes. Oui, je suis sûr, bien sûr. Alors, vous allez... donc, parlons de choses importantes. Exactement. Ne parlons pas, effectivement... Donc, la liberté d'expression est un vrai sujet. Allons à l'essentiel. Pour les 4 minutes qui vous restent. Emmanuel Macron, à Prague hier, écoutez ce qu'il a dit. Tout et son contraire. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. Vous souhaitiez peut-être réagir sur ce propos? Oui, parce qu'il est extrêmement grave. Florian Philippot. Ce propos est très grave. Je voudrais quand même signaler aux Français que nous, on alerte depuis le début. On est dans une escalade, on nous a dit au départ, il n'y aura pas de chars, il y a eu des chars. Il n'y a pas d'avions, il y aura manifestement des avions. Il ne fallait pas de missiles, il a créé une coalition pour les missiles à longue portée, et maintenant il parle de troupes. Avec des propos qui sont chaque jour un peu plus inquiétants. Alors, je ne vais même pas aller sur la contradiction de M. Macron lui-même, puisque au début, il voulait être celui qui dialoguait avec Poutine, maintenant, il veut apparaître comme son pire ennemi. Bon, ni les considérations éventuellement internes. M. Macron... C'est plutôt logique qu'il ait tenté quelque chose, et puis comme il voit que ça marche pas, ça c'est pas une contradiction. Si, c'est une contradiction parce que... non, il faut essayes d'abord de négocier, et puis quand tu vois que tu négocies pas, c'est... En réalité, la réalité, c'est qu'il n'essaie pas de négocier, et que toute tentative diplomatique est bloquée. Il a failli y avoir, début 2022... ça n'a pas marché, mais il a tenté. Non, vers mars-avril, les puissances de l'OTAN ont dit aux Ukrainiens d'arrêter les négociations. Tout cela est documenté. Nous sommes embarqués dans une escalade de plus en plus folle du point de vue militaire, où on prend maintenant sacrément des risques. Il faut quand même que les Français en soient conscients. Quand Macron dit, je le cite, ce qu'il a dit hier, la guerre est revenue sur notre sol, non. La guerre n'est pas en France. Donc il extrapole une guerre qui n'est pas la nôtre. Et deuxièmement, le coût de tout ça. Il a signé il y a quelques jours un accord de sécurité avec M. Zelensky à l'Elysée. Il s'est engagé à 3 milliards d'euros français pour l'Ukraine, rien qu'en 2024, en plus de tout ce qui est déjà versé. Je rappelle qu'en octobre, l'Union européenne a voté au Parlement européen 50 milliards en 4 ans pour l'Ukraine. Il n'y a pas un eurodéputé français qui a voté contre ça. Pas un. Vous pourrez chercher de RN au LFI en passant par les macronistes et LR. Pas un seul. Bon, à un moment
Moi, je dis, nous devons regarder ce contexte. Le contexte ukrainien, il est ancré dans l'histoire. Tout est plus compliqué qu'on ne le dit. C'est pas les grands méchants et les grands gentils. C'est pas Walt Disney. C'est pas Hollywood. Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc, si la France veut défendre demain son intérêt, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est le grand méchant. Oui, la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022, mais remontons un tout petit peu avant si on veut comprendre. Parce que sinon, on va simplement remonter en 2014, remontons à ce qui se passe dans le Donbass, bombardé par le gouvernement ukrainien russophone depuis 2014. Remontons au coup d'État de 2014, organisé par la CIA. Voyons ce qui se passe, les révélations récentes le New York Times a révélé le 25 février que la CIA avait là-bas 12 bases secrètes depuis au moins 10 ans. Donc, je vous propose de conclure. Moi, ce que je dis. Et après, la discussion se mettra en place. 1, on arrête l'envoi d'armes et d'argent là-bas. 2, notre pays choisit la voie diplomatique avec toutes les puissances qui le veulent dans le monde, et elles sont très nombreuses. Mais il faut sortir du champ de l'OTAN pour cela, parce que l'OTAN est embarquée dans la guerre. Et 3, fondamentalement, la France retrouve sa voie libre et indépendante, et ça n'est pas compatible avec le fait de rester dans l'Union européenne et dans l'OTAN qu'il faut quitter. Alors, Dominique Jamais, après Eric Nolot. Largement d'accord avec ce que vient de dire Florian Philippot. Vous êtes d'accord ? Largement d'accord. Largement. Et je note que M. Macron tient avec de plus en plus de gravité des propos de plus en plus irresponsables. L'accord qui a été signé avec M. Zelensky récemment comporte, paraît-il, comme au bon vieux temps, des clauses secrètes. Je trouve ça superbe. Et de quel droit, au nom de quelle autorité et avec quels objectifs, M. Macron accuse-t-il de lâcheté les alliés de la France? Alors, il y a eu des réactions. Hein. Comment? Il y a eu des réactions. Il y a de quoi? Il y a le ministre de la Défense allemand qui a été en déplacement hier en Suède et qui a réagi en disant que ça n'aidait pas Kiev de traiter les alliés, parce que c'est comme ça qu'on le comprend, de lâches. En quoi sont-ils plus lâches que nous? Je cherche et je ne trouve vraiment pas. Et Macron est maintenant dans la surenchère. Et pour conclure, je note que effectivement, M. Macron, comme d'autres chefs d'État ou de gouvernements européens, semble avoir oublié que c'est très bien de préparer la guerre, c'est fantastique, c'est un avenir qui nous ravit absolument, on y va avec enthousiasme, mais quelquefois négocier, ça arrive. Et regardez, mais négocier avec Vladimir Poutine paraît compliqué. Et bien parmi les rares succès, rappelez-vous, parmi les très rares succès en politique étrangère de Nicolas Sarkozy, il y avait eu une intervention amicale en 2008 qui avait un peu mis un terme à l'agression russe. Il sera ce soir à l'Élysée, puisque le président de la République va recevoir François Hollande, je crois, à 18h et Nicolas Sarkozy à 19h. Et Nicolas Sarkozy, qui n'est pas sur la ligne, semble-t-il, du président Macron. Il lui dira, j'imagine, en tête-à-tête. Mais il est responsable, Nicolas Sarkozy, je trouve, parce qu'il n'exprime pas publiquement ses désaccords avec Emmanuel Macron. Et c'est sans doute cela aussi le sens de responsabilité d'un ancien président de la République. Éric Nolot. Moi, je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que je sais que j'aurai beaucoup moins de 7 minutes de temps de parole. Donc j'ai économisé. Vous en avez plus chaque semaine. Et moi, je me demande comment est reçue la tirade de M. Philippot à Prague. Parce que le président de la République s'est exprimé à Prague. Et je m'en fiche un peu entre nous. Hein. Je termine. Voilà un pays qui sait à quoi s'en tenir au sujet de la Russie. Ce sont les petites nations dont a beaucoup parlé Kundera, par exemple. Et ces petites nations, l'Europe centrale, elles savent très bien que la Russie ne rêve que de reconstituer le glacis qui était le leur du temps de l'Union soviétique. Donc, oui, c'est ça. Donc vous pensez qu'ils veulent aller à Prague ? Que les Russes veulent aller à Prague. Non, vous êtes tombé dans cette propagande. Non, je pense que les Russes iront aussi loin qu'on leur permettra d'aller. Parler avec les responsables des pays baltes, vous allez voir comment ils perçoivent la menace. Non, mais attendez. Vous dites que les choses sont plus compliquées. Les choses ne sont pas plus compliquées. Mais bien sûr que si. La Russie a annexé une partie de la Géorgie, la Russie a annexé la Crimée, la Russie occupe militairement le Donbass et elle ira un jour plus loin parce que... Vous avez regardé une carte mondiale, mais je vous laisse terminer, mais c'est très long. Non, c'est pas très long. Pardonnez-moi, Florian Philippot. C'est pas très long, vous avez été plus long. C'est même bref, là. C'est même lapidaire. Allez-y. Donc ils iront aussi loin. Et moi, je ne dis pas que le président Macron a raison sur toute la ligne, je dis qu'il pose la seule question qui vaille. Tous les Européens, tous les Occidentaux disent il est inenvisageable que la Russie gagne la guerre. Je demande juste, que fait-on si un jour ça devient envisageable? Si il perce les défenses ukrainiennes et qu'il marche sur Kiev, qu'est-ce que vous proposez? Les abandonner à leur sort?
Je pense que le président Macron pose la vraie question. Négocier. Après la réponse, chacun aura la sienne. Non, mais tu négocies pas. Mais on négocie. Puisqu'on ne peut pas négocier manifestement. Mais en revanche. Qui dit qu'on ne peut pas négocier? Les gens qui ne veulent pas négocier. Vous avez déjà regardé est-ce que vous avez juste cet exercice fait regarder une carte du monde des bases et des bases militaires américaines dans le monde et l'évolution ces 30 dernières années. Et vous verrez qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Vous verrez. S'il y avait. Eugénie Bastier. Juste une question. Oui. S'il y avait 150 bases russes à Cuba, au Mexique, au Canada, auprès de la frontière américaine, que pensez-vous que les États-Unis feraient, à votre avis? C'est exactement ce qui se passe avec l'OTAN et les États-Unis. Remettez simplement un peu d'analyse historique et géopolitique dans cette affaire, et vous verrez que c'est plus simple que Walt Disney. Non, on n'est pas dans Hollywood. C'est pas le monde d'après ou je sais pas quoi. Non, mais j'essaye. Ce qui est vrai, pardonnez-moi, je vous donne la parole à Eugénie Bastier, mais ce qui est vrai, c'est que la dernière fois qu'on a frôlé une crise mondiale, guerre mondiale, c'était en 62, avec des missiles qui étaient à 160 km des États-Unis. C'était John Kennedy qui les. Vous voyez. Non, mais c'est une. Personne ne dit le contraire. Non, mais je dis ça pour apporter au débat. Pourquoi souriez-vous, monsieur Gauthier Lebret? Non, pas du tout. Mais moi, j'entends votre discours. Eugénie n'a pas parlé. Eugénie n'a pas parlé. Un mot. Mais Eugénie n'a pas parlé. Bon, donc après, elle parlera. Plus tard, merci. Non, mais j'entends votre discours, et peut-être que ce discours pouvait être tenu avant que l'Europe rentre dans la guerre et qu'elle s'implique dans le conflit. Maintenant qu'elle s'est impliquée dans le conflit, si elle cède, ce sera effectivement une humiliation pour l'Union européenne et pour la France. Et deuxièmement, considérez-vous que Vladimir Poutine n'est pas l'ennemi de la France? Non. Alors, vous savez ce qu'il fait en Afrique avec Wagner? Il dresse tous les États africains, tous les pays africains par de la propagande, par des fake news, par de l'intelligence artificielle, contre les intérêts vitaux, contre les intérêts de la France en Afrique. Mais ils ont pas besoin. Je suis désolée, vous ne pouvez pas dire que Macron fait très bien le boulot. L'ennemi nous désigne aussi. Vladimir Poutine en Afrique travaille contre les intérêts de la France de façon mais moi je vais être simple. Dominique Jamais. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Une réponse. On est à tout point de vue. Les choses ont changé depuis 2 ans. Alors, Dominique Jamais. À tout point de vue, on est de plus en plus dans un climat de guerre. Tout se passe comme si nous étions en guerre. Il y a le méchant et les gentils. C'est quand même aller un peu loin. Et au point où nous sommes, on va finir par s'étonner que la Russie occupe la Russie. Parce que la Russie occupe la Russie, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La Crimée, c'est italien. Le Donbass, ça fait partie de l'Atlantique Nord. On est devenu fous. Mais l'Ukraine. Des pays qui pendant 250 ans ont été partie intégrante de la Russie. En fait, ce que vous nous dites en sous-texte, c'est que l'Ukraine, c'est la Russie, et il a raison d'aller à Kiev. C'est ça que vous nous dites. Ce que je vous dis exactement. Mais c'est ça. Ce que je vous dis, c'est que. C'est ça que vous nous dites. Laissez-moi dire. Eh bien, oui. C'est ça. Voilà. Ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'est pas du tout comme le prétend une propagande insensée que Poutine veut faire marcher ses troupes jusqu'à Paris, ou même jusqu'à Varsovie, ou même jusqu'à Riga. La vérité, c'est que la Russie essaie de retrouver l'espace de la Russie et que on ne et donc l'Ukraine, c'est l'espace de la Russie. C'est plus russe que quoi que ce soit d'autre, sauf il y a une partie du peuple ukrainien qui ne veut pas. Alors ça, c'est une position effectivement que j'ai jamais eue. Attendez. Non, mais là, vous me posez un vrai problème. Pardonnez-moi, Dominique, vous me posez un vrai problème. Le problème du modérateur que je suis. Vous êtes en train de dire sur une chaîne qui est la nôtre que la Russie a raison d'une certaine nature ou est légitime à aller jusqu'à Kiev. Je vous dis. Donc vous me permettrez quand même de défendre. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Non, je vais préciser. Oui, évidemment que l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine est parfaitement inadmissible. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Évidemment. Dites-le. Alors, laissez-moi m'expliquer. Oui. Évidemment qu'elle est inadmissible. Mais si vous me permettez, plutôt qu'une bonne vieille guerre avec 500 000 morts, peut-être un référendum organisé sous contrôle international aurait résolu le problème. On n'y pense plus, on n'y pense pas, on ne l'a jamais tenté. Dominique, il y a eu un référendum en Crimée, vous avez vu comment ça se passe, sous occupation militaire. Est-ce qu'il y a une révolte? Il y a eu les accords de Minsk. Est-ce qu'il y a la moindre André Valigny Crimée contre l'annexion de la Russie? Pas la moindre. André Valigny, mais moi je suis pas d'accord avec ce que dit André Valigny non plus, parce que qui est là, dit Éric Nolot a raison, si l'Ukraine tombe, Poutine ne s'arrêtera pas, comme Hitler en 38 après la Tchécoslovaquie. Je crois que c'est pas vrai cette analyse. Je crois que ce n'est pas vrai. Mais bon, je ne peux pas non plus le prouver. Après, chacun pense ce qu'il veut. Il faut faire entre les pays qui sont membres de l'OTAN et ceux qui ne le sont pas. Enfin, c'est quand même pas pareil de la part de Vladimir Poutine de s'en prendre aux pays baltes et de s'en prendre à la Géorgie et à l'Ukraine, qui ont beaucoup moins de garanties de sécurité de la part du monde occidental. Enfin,
Donc, je suis assez mal à l'aise avec cet argument de la fuite en avant, comme quoi les Russes, si on les arrête pas aujourd'hui en Ukraine par l'envoi de troupes, ce qui est quand même une sorte de fuite en avant extrêmement grave. Enfin, Jean-Pierre Chevènement a parlé de fuite en avant irresponsable dans le Figaro. Je pense que la formule est appropriée. Mais c'est. Moi, je vois pas ce que vous proposez, c'est ça. Il faudra à un moment venir à table de négociation, tout le monde le dit, même des diplomates modérés comme Gérard Haro. Enfin, il faut une forme de compromis territorial à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire capituler à tout prix devant les Russes. Vous savez ce que c'est qu'un compromis territorial? C'est évidemment qu'on ne parle pas de la Crimée qui restera russe, et on ne parle pas du Donbass. En fait, ça va être ça. Donc, en fait, on dit ils ont gagné militairement, donc la légalité internationale va sanctionner ça. Aller chercher Poutine à Moscou, ça n'arrivera jamais. Et c'était Joachim Le Floch qui m'a essayiste enseignant qui s'exprimait. Monsieur Philippot, il reste quelques minutes. Oui, ce que je voulais dire, c'est que non, il y a des bases. En fait, c'est un débat pluraliste. Il y a des bases de négociation. Ça s'appelait les accords de Minsk, qu'on était censé faire respecter avec l'Allemagne, et on a avoué, Hollande l'a dit et Merkel aussi, qu'on ne voulait pas les faire respecter parce qu'il fallait que l'Ukraine se prépare à la guerre. Tout est fait pour nous conduire au scénario de la guerre. Les gens ne veulent pas, dans les sfères de l'OTAN, négocier, ils n'en veulent pas. Sur la question de l'Afrique, vous inquiétez pas, Macron fait tout ce qu'il fait tout seul, comme un grand, pour nous discréditer. Ils n'ont pas besoin de Wagner. Moi, je suis ni pro-russe ni pro-américain, je suis pro-russe. Emmanuel Macron, deuxième passage. Et j'aimerais que la France retrouve, dans une vision gaulliste, une ligne claire et indépendante. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. Ce n'est pas ce que vous proposez. Vous êtes pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, bien sûr. Allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Vous faites votre guerre. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Mais il y a des morts derrière. Il y a des morts. Qu'on fait. On négocie. À part ce que vous proposez, il y avait déjà des bases. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Je peux vous interrompre. Vous proposez juste de vous coucher devant Poutine, comme tous les pro-russes. Non, mais vous voulez que des accords internationaux. Je suis debout et je suis un Français libre, mais vous dites des bêtises. Vous voulez que j'essaie d'élever le débat, vous rabaissez tout de suite. Non, mais moi, je veux bien. C'est pas possible, mais il faut que vous laissiez écouter. Bah oui, mais enfin, il dit, vous êtes couché. Mais oui, non, mais je finis ma phrase. Mais vous voulez. C'est impossible, en fait. Avec Pfizer. Putain, c'est pas possible. Non, mais Florian, c'est Pfizer. Moi, je vous invite plus. Si vous voulez, allez-y. Alors, vous laissez parler les gens, et après vous répondez, c'est impossible. Avec plaisir. Voilà, allez-y. Je finis ma phrase. Vous voulez que des accords internationaux confirment les gains militaires et territoriaux de la Russie. C'est ça que vous proposez. J'appelle ça une position pro-russe. Et quand vous dites que la Russie n'est pas notre ennemi, elle est non seulement notre ennemi en Afrique, mais également en France. Il n'y a jamais eu autant d'activisme russe, autant d'officines pro-russes à l'œuvre dans les réseaux et dans les médias. On a découvert ceux de 50 ans qui avaient une ampleur bien plus grande que ce qu'on pensait. Dans 50 ans, on découvrira que les réseaux pro-russes actuellement à l'œuvre en France sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'on peut écouter Emmanuel Macron? La seule puissance qui a écouté des présidents de la République, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, et quand les États-Unis, si Trump est élu, je ne sais pas ce que la France fera, est-ce que, évidemment, l'Europe fera? Voilà, vous posez la question. Est-ce que de Villepin et Hubert Védrine soient des agents de Moscou? Moi non. Ils disent à peu près ce que je vous dis et ce que dit Florian Philippot. Et c'est pourquoi ce débat est pluraliste. Comme c'est bien. Avec des voix différentes. Et que... Parce que Védrine dit qu'il faut quand même continuer les sanctions et envoyer des armes. Oui, mais Védrine... ne dit pas, monsieur Philippot. Oui. Je pense qu'il y a un moyen terme D'ailleurs, je respecte tous les points de vue. On peut avoir son avis sans être accusé, s'il vous plaît, Dominique, tenir un point de vue. Je voudrais qu'on écoute... sur la Russie, qui ne soit pas celui, effectivement, de maximaliste pro-Ukraine, sans être accusé. On n'accuse pas les gens d'être pro-ukrainiens ou pro-Zelensky. Chacun a un avis sur le sujet. Enfin, ne faisons pas de procès d'intention. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce qui m'ennuie dans ce débat, je le dis tous les jours, c'est que les Français ne sont pas consultés, ni le Parlement. Ça, c'est vrai. Je suis désolé de vous dire. Et que l'argument... Le Parlement le sera. Le Parlement le sera. C'est quand même, si je peux dire un mot là-dessus, d'ailleurs, l'opinion publique est capitale quand on fait de la guerre. Oui. Et Munich, en 1938, parce que c'est la tarte à la crème de la géopolitique, Munich. En 1938, c'est l'invention du premier sondage d'opinion en France par l'IFOP, en 1938, sur les accords de Munich. Et il donne les accords de Munich défavorables. Les Français sont contre, et c'est aussi pour ça
que les responsables politiques mais qu'il y ait des sondages très bien. On va pas faire des référendums. Ce que je veux dire, c'est que l'opinion publique est cardinale quand on veut la guerre. Et si à Munich on a cédé, c'est aussi parce que le peuple français ne voulait pas faire la guerre. On peut pas faire. La guerre ne se décrète pas toute seule en partant ni par référendum. Ni en 14, ni en 39, on a consulté la population française. Et ce serait intéressant. Bon, est-ce qu'on peut écouter juste Emmanuel Macron une deuxième fois? Il était hier à Prague. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Je ne reviendrai pas sur tous les commentaires qu'il y a pu y avoir, ni ne commenterai moi-même mes propos. Ils étaient clairs, assumés et précis. Ça fait 2 ans maintenant que nous répétons à longueur de conférences de presse, la guerre revient sur le sol européen. Cela fait 2 ans, nous avons révélé l'étendue des matériels déjà livrés, les montants déjà livrés. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace que nous fassions quoi que nous disions avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Vous vouliez dire un mot, Gauthier? C'est pour qui l'esprit de défaite qui rôde? C'est pour les Alliés, comme le terme lâche. C'est du moins comme ça que les Allemands l'ont pris avec la réaction du ministre de la Défense. Le couple franco-allemand, là, il n'existe plus. Il vole en éclats. On l'a bien compris avec la réaction du chancelier après les propos la semaine dernière d'Emmanuel Macron. En même temps, il assume ses propos. Et donc, je reprends le terme en même temps, évidemment, de manière, je le fais exprès, parce qu'après, il dit pas d'escalade. Pas d'escalade, c'est ce qu'il a dit aussi hier en déplacement. Et il traite de lâche, en filigrane, les Alliés qui se sont répandus pour dire qu'ils étaient en opposition avec lui. Non. Thomas Hill nous attend. Je passe. Non. Quand je dis ça, c'est non. Le retour de l'autre. Bon, alors, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment des enfants de 8 ans. Bon, Thomas Hill, votre plateau, c'est plus simple, vous. Hein, j'imagine. Moi, je fais la police en permanence. Comment ça va? Je veux parler, moi aussi. Bah, ça va très bien, Pascal. Je vous souhaite une bonne émission. On se retrouve à 11h. Eh bien, écoutez, merci de votre encouragement. Merci beaucoup.